Merci de votre attention, madame, monsieur. L'actualité ce soir, la volonté de réforme affichée par le gouvernement. 4 nouveaux documents soumis aujourd'hui encore à validation. Documents sur le suivi et l'évaluation dans l'administration publique. Ça devrait à terme encourager la culture des résultats. En quoi consiste le mécanisme? Les explications tout à l'heure dans ce journal. L'annonce du jour, le port de badge exigé par l'OTR avant l'accès à tout service au port autonome de Lomé, repoussé au 1er janvier 2016. Elle devrait être effective depuis hier, 1er septembre, mais la mesure provoque des remous. Le PRAT, l'Union des professionnels agréés en douane, s'est concerté ce matin avec ses partenaires. À suivre enfin ce soir les activités des colonies de vacances des meilleurs élèves au BPC cette année. Ils étaient dans la COSA pour des vacances utiles. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue. Voici le journal. Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce mercredi, le Conseil des ministres, tout d'abord, il s'est réuni ce jour. De quoi a-t-il été question lors de ce Conseil? Eh bien, on va le savoir dans le courant de cette édition tout à l'heure, donc avec le compte-rendu du ministre Guy Madji et Lorenzo à suivre dans le courant, vous disiez, de cette édition. La suite de cette édition, l'actualité, c'est aussi cette volonté de réforme affichée par le gouvernement. Volonté affichée donc par le gouvernement il y avait quelques jours pour nous reprenons tout tranquillement. La suite donc, eh bien, c'est la volonté affichée par le gouvernement, disions-nous, une opération donc débutée par le Conseil des ministres. On se mélange un tout petit peu les pédales, ça va y aller tout doucement avec les papiers qu'on reprend tout tranquillement. Alors comme fait signe que le Conseil des ministres est tout prêt, on va retourner donc revenir sur le Conseil des ministres, je le disais, qui s'est tenu ce mercredi à la présidente de la République, suivant le compte rendu avec le ministre de la Communication, de la Culture et des Sports, de la Formation civique, Guy Madji Lorenzo. Du Conseil des ministres du 2 septembre 2015. Le Conseil des ministres a tenu sa réunion hebdomadaire ce mercredi 2 février 2015 au Palais de la Présidence de la République sous la conduite du Président de la République, Son Excellence M. Faure Esozimna Gnassingbé. Au cours de ces travaux, le Conseil a adopté 3 projets de loi et 4 décrets. Il a également écouté 4 communications. Le premier projet de loi adopté par le Conseil des ministres vise à mettre fin au monopole exclusif dont jouissait la communauté électrique du Bénin, CEB, pour l'achat de l'énergie électrique au Bénin et au Togo. Il ouvre ainsi le marché de l'énergie à la concurrence dans nos 2 pays. À cet effet, le projet de loi adopté par le Conseil des ministres supprime les dispositions de l'accord international portant code bénino-togolais de l'électricité qui consacre la CEB en tant qu'acheteur unique de l'énergie au Togo et au Bénin. Les seuls domaines dans lesquels la CEB conserve son monopole se limitent désormais aux importations, à ses propres sources de production et au transport. Le présent projet de loi permet de répondre à la demande en énergie en forte croissance au Togo et au Bénin en diversifiant les sources d'approvisionnement. Il met également notre législation en phase avec la réforme du sous-secteur de l'électricité intervenue depuis le 18 juillet 2000, conformément aux prescriptions de l'UEMOA et de la CEDEAO. Le deuxième projet de loi adopté par le Conseil est relatif à la délimitation des frontières maritimes du Togo et à la création d'une zone économique exclusive. D'importants enjeux économiques sont liés à cette délimitation, notamment en raison de l'existence de diverses ressources minières et halieutiques le long des côtes. La côte maritime en Afrique de l'Ouest étant commune à plusieurs pays, la délimitation du plateau continental est fréquemment une source de disputes entre États. C'est pourquoi le gouvernement entend, grâce au présent projet de loi, prendre les dispositions nécessaires à la délimitation et à la bonne maîtrise de ces frontières maritimes, conformément à la Convention des Nations Unies sur les droits de la mer et dans l'intérêt des populations togolaises. Le projet de loi adopté par le Conseil permettra ainsi de créer une zone contiguë et une zone économique exclusive et d'engager des négociations avec ces pays voisins sur la redéfinition des limites du plateau continental. Le troisième projet de loi adopté par le Conseil des ministres organise et renforce la lutte contre la piraterie et les autres actes illicites. Il permet également à l'État de mieux exercer ses pouvoirs de police en mer,
Ce projet de loi autorise ainsi les commandants des bâtiments de l'État et des aéronefs de l'État à étendre leur mission de reconnaissance, de visite et de perquisition aux navires privés naviguant dans les espaces maritimes togolais et dans la mer territoriale d'autres États, bien entendu avec leur accord. Pour ce qui est des pouvoirs de police en haute mer, ils seront exercés conformément aux dispositions du droit international de la mer. Grâce à ces nouvelles mesures, les navires commerciaux convoyant leurs approvisionnements se sentiront plus en sécurité dans les eaux togolaises, ce qui renforcera la compétitivité du port autonome de Lomé. Au titre des décrets, le premier texte adopté par le Conseil fixe le taux de l'intérêt légal au Togo pour l'année civile 2015 à 3,5%, c'est-à-dire 3,5%, conformément aux dispositions de la loi uniforme relative au taux de l'intérêt légal dans les pays de l'UEMOA. Le taux légal de l'intérêt légal représente l'indemnité fixée par défaut dans l'espace communautaire pour la réparation des préjudices subis en cas d'exécution tardive d'un engagement contractuel par un débiteur. Le présent décret permet de renforcer la sécurité juridique dans la vie civile et commerciale, en définissant les modalités de fixation du taux de l'intérêt légal et en précisant les dispositions que doit prendre le ministre des Finances à cet effet. Les trois autres décrets adoptés ce jour par le Conseil des ministres concernent le corps des magistrats. En effet, le deuxième décret adopté par le Conseil des ministres admet, conformément à la procédure en vigueur, 2 magistrats éligibles à ce grade depuis le 1er septembre 2014 en classe hors hiérarchie. Il faut souligner que cette promotion a été proposée par la Commission d'avancement des magistrats et entérinée par le Conseil supérieur de la magistrature. Le troisième décret adopté par le Conseil des ministres a également nommé des magistrats stagiaires à des postes du parquet et à des postes de magistrats du siège. Enfin, le quatrième décret a révoqué du corps des magistrats et remis à la disposition de la fonction publique générale un juge d'instruction pour des faits de manquement au devoir de son État, à la probité morale et à la dignité. Les 2 premières communications présentées ce jour en Conseil des ministres ont été consacrées à certains aspects des retombées du récent séjour du président de la République en Égypte. En effet, le premier exposé présenté au Conseil des ministres est un compte-rendu relatif au mémorandum d'accord signé le 6 août 2015 au Caire entre l'Égypte et le Togo, en marge de l'inauguration du nouveau canal de Suez. Cet accord définit les termes de la coopération entre le Togo et l'Égypte dans le domaine de la santé, conformément aux priorités définies dans le programme du gouvernement. Il permettra entre autres de renforcer les capacités de nos établissements sanitaires dans les domaines de la cardiologie, de la chirurgie cardiaque, de la néphrologie, de l'urologie, des urgences et de la prise en charge des brûlés. En dehors des cursus de spécialisation que l'Égypte entend offrir au personnel de santé de notre pays, l'accord de coopération prévoit également la construction d'un hôpital égypto-togolais dédié au domaine de la cardiologie et de la néphrologie, discipline consacrée aux reins et à ces maladies. Faisant également suite au récent séjour du président de la République au Caire, la deuxième communication est un exposé relatif à la création d'une ferme agricole modèle égypto-togolaise. Le Togo et l'Égypte entendent mettre à contribution leurs expériences respectives pour renforcer les recherches et la formation des agriculteurs en vue d'un meilleur rendement dans les domaines de la production agricole végétale, animale et halieutique. La troisième communication a rendu compte au Conseil de l'État d'avancement des travaux de l'étude en commission parlementaire du nouveau code pénal. Il faut rappeler que ce nouveau texte tient compte de l'évolution des normes et valeurs sociétales actuelles tant dans l'environnement national qu'international. Il définit et réprime la torture et la corruption et intègre pleinement les nouvelles exigences de la lutte contre le terrorisme et la cybercriminalité. Enfin, la quatrième et dernière communication a été consacrée au projet pilote portant sur la modernisation des outils de communication à l'usage des membres du gouvernement. Ce projet, qui se situe dans le cadre du programme de réforme et de modernisation de l'administration, prévoit le lancement d'un portail regroupant les sites web des institutions de l'État, ainsi que d'autres mesures destinées à renforcer l'efficacité du travail au sein des cabinets ministériels par l'utilisation de l'outil électronique. Dans les divers, le Premier ministre a exprimé la profonde gratitude du gouvernement au président de la République pour sa participation active le 21 août 2015 à la Journée nationale du Togo
à l'exposition universelle de Milan. Cette implication personnelle du chef de l'État a permis de valoriser les atouts de l'agriculture togolaise et a contribué de manière décisive à l'éclatant succès que notre pays a enregistré à l'occasion de cet événement planétaire. Le président de la République a saisi cette occasion pour saluer la mobilisation et l'enthousiasme de la diaspora, dont l'accueil chaleureux et la présence massive à Milan a rehaussé l'image de marque de notre pays. Il s'est félicité de la bonne préparation et de la bonne tenue de cet événement. Dans les divers, un compte-rendu a été également présenté au Conseil au sujet de l'incendie survenu le 14 août 2015 à bord d'un tanker libérien au large de nos côtes. Il ressort de cet exposé que des discussions ont été engagées avec l'armateur afin de déterminer les dispositions à prendre pour dégager l'épave de ce tanker. Enfin, le Conseil des ministres a été informé de l'acquisition par la Marine nationale et le port autonome de Lomé de 2 nouveaux remorqueurs de haut niveau qui permettront d'accroître l'efficacité des manœuvres des grands navires accostant sur nos quais. Fait à Lomé le 2 septembre 2015, le Conseil des ministres. Et voilà, c'était là le compte-rendu du Conseil des ministres tenu ce jour à la présidence de la République. Et justement, par décret délibéré ce jour en Conseil des ministres, le président de la République, sur le rapport du garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Relations avec les institutions de la République, le Conseil des ministres entendu décrète. Article 1er. Monsieur Adi Makpabia et Sozimna, magistrat du premier grade, premier groupe, troisième échelon est classé hors hiérarchie. Article 2. Un bonus mensuel de 150 000 francs CFA est accordé à l'intéressé avec effet au 1er septembre 2014. Article 3. Le ministre d'État, ministre de l'Économie, des Finances et de la Planification du Développement, le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme administrative et le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Relations avec les institutions de la République, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République togolaise. Le président de la République, sur le rapport du garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Relations avec les institutions de la République, le Conseil des ministres entendu décrète. Article 1er, sont nommés 1. Ressort de la Cour d'appel de Lomé, tribunal de première instance de 3e classe de Ngotchin, siège, juge exerçant les fonctions de juge des enfants, M. Sossou Kossivi, magistrat de 3e grade, 2e échelon, précédemment mis à la disposition du ministère de la Justice et des Relations avec les institutions de la République. Tribunal de première instance de 3e classe de Tablibo, siège, juge, M. Bitema Takawa, magistrat de 3e grade, 3e échelon, précédemment juge d'instruction au tribunal de première instance de 2e classe de Sokodé. Juge exerçant les fonctions de juge des enfants, M. Dao Abalo, magistrat de 3e grade, 2e échelon, précédemment mis à la disposition du ministère de la Justice et des Relations avec les institutions de la République. Parquet, substitut du procureur de la République, M. Panjao Essowe, magistrat de 3e grade, 2e échelon, précédemment mis à la disposition du ministère de la Justice et des Relations avec les institutions de la République. Tribunal de première instance de 3e classe de Tchévier, siège, juge exerçant les fonctions de juge des enfants. M. Bandao Pekoum, magistrat de 3e grade, 2e échelon, précédemment mis à la disposition du ministère de la Justice et des Relations avec les institutions de la République. Tribunal de première instance de 3e classe d'Agou, siège, juge exerçant les fonctions de juge des enfants. M. Kao Massa Abalo, magistrat de 3e grade, 2e échelon, précédemment mis à la disposition du ministère de la Justice et des Relations avec les institutions de la République. Tribunal de première instance de 3e classe de Kévé, siège, juge exerçant les fonctions de juge des enfants. Mademoiselle Enyon Ami Ahuefa, magistrat de 3e grade, 2e échelon, précédemment mise à la disposition du ministère de la Justice et des Relations avec les institutions de la République. Parquet, substitut du procureur de la République, M. Edo Setoou Maouli Plemi, magistrat de 3e grade, 2e échelon,
précédemment mise à la disposition du ministère de la Justice et des Relations avec les institutions de la République. Tribunal de première instance de 3e classe de Toum, siège. Juge exerçant les fonctions de juge des enfants. Monsieur Nyandi Baba Nabou, magistrat de 3e grade, 2e échelon, précédemment mis à la disposition du ministère de la Justice et des Relations avec les institutions de la République. Tribunal de première instance de 3e classe de Badou, siège. Juge exerçant les fonctions de juge des enfants. Monsieur Laguebandé Mahama Kérim, magistrat de 3e grade, 2e échelon, précédemment mis à la disposition du ministère de la Justice et des Relations avec les institutions de la République. Tribunal de première instance de 3e classe de Vaughan, siège. Juge exerçant les fonctions de juge des enfants. Monsieur Bojona Kotema, magistrat de 3e grade, 2e échelon, précédemment mis à la disposition du ministère de la Justice et des Relations avec les institutions de la République. Tribunal de première instance de 3e classe d'Amlamé, siège. Juge exerçant les fonctions de juge des enfants. Monsieur Pouli Kombi, magistrat de 3e grade, 2e échelon, précédemment mis à la disposition du ministère de la Justice et des Relations avec les institutions de la République. 2. Ressort de la Cour d'appel de Kara. Tribunal de première instance de 2e classe de Sokodé. Siège. Instruction. Monsieur Bala Nouaki, magistrat de 3e grade, 2e échelon, précédemment substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance de 2e classe de Dapan. Tribunal de première instance de 3e classe de Sotoubois, siège. Juge exerçant les fonctions de juge des enfants. Monsieur Ziebou Alassane, magistrat de 3e grade, 2e échelon, précédemment mis à la disposition du ministère de la Justice et des Relations avec les institutions de la République. Parquet. Substitut du procureur de la République. Monsieur Pognoki Essowe, magistrat de 3e grade, 2e échelon, précédemment mis à la disposition du ministère de la Justice et des Relations avec les institutions de la République. Tribunal de première instance de 3e classe de Mango, siège. Juge exerçant la fonction de juge des enfants. Monsieur Adi Kwakwabia Akila, magistrat de 3e grade, 2e échelon, précédemment mis à la disposition du ministère de la Justice et des Relations avec les institutions de la République. Tribunal de première instance de 3e classe de Blita, siège. Juge exerçant les fonctions de juge des enfants. Mademoiselle Djobo Peignan, magistrat de 3e grade, 2e échelon, précédemment mise à la disposition du ministère de la Justice et des Relations avec les institutions de la République. Tribunal de première instance de 3e classe de Tchamba, siège. Juge exerçant les fonctions de juge des enfants. Monsieur Akbalo Bati, magistrat de 3e grade, 2e échelon, précédemment mise à la disposition du ministère de la Justice et des Relations avec les institutions de la République. Tribunal de première instance de 3e classe de Niamtougou, siège. Juge exerçant les fonctions de juge des enfants. Monsieur Nkwata Yemuga, magistrat de 3e grade, 2e échelon, précédemment mis à la disposition du ministère de la Justice et des Relations avec les institutions de la République. Tribunal de première instance de 3e classe de Bassar, siège. Juge exerçant les fonctions de juge des enfants. Monsieur Kazoulé Abalo, magistrat de 3e grade, 2e échelon, précédemment mis à la disposition du ministère de la Justice et des Relations avec les institutions de la République. Tribunal de première instance de 3e classe de Tandjoua, siège. Juge exerçant les fonctions de juge des enfants. Monsieur Amenoudo Komi Joseph, magistrat de 3e grade, 2e échelon, précédemment mis à la disposition du ministère de la Justice et des Relations avec les institutions de la République. Tribunal de première instance de 3e classe de Mandjouri, siège. Juge exerçant les fonctions de juge des enfants. Monsieur Kachale Paoumondom, magistrat de 3e grade, 2e échelon, précédemment mis à la disposition du ministère de la Justice et des Relations avec les institutions de la République. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires. Article 3.
le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Relations avec les institutions de la République, est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République togolaise. Voilà le compte-rendu complet du Conseil des ministres tenu donc ce mercredi à la présidence de la République. L'actualité, c'est aussi cette volonté, nous l'annoncions à titre de réforme affichée par le gouvernement, une dynamique de réforme tournée vers le développement. Illustration, 4 nouveaux documents sur le mécanisme de suivi et évaluation soumis à validation depuis ce an. À terme, l'exercice devrait faire force et loi au service de la culture de résultats dans l'administration publique. Pierre Sessoupo. 4 nouveaux documents élaborés par le ministère de la Planification et du Développement vont être validés pour répondre aux besoins de suivi et évaluation des programmes et politiques du gouvernement. Des outils qui permettront de doter le Togo des compétences nécessaires pour gérer le processus du développement. Et aujourd'hui, il s'agit pour le Togo de pouvoir se doter d'une politique de suivi et évaluation qui trace le cadre général dans lequel les interventions et les méthodes et les outils d'analyse et de réalisation de ce suivi et évaluation devront se faire. Puisqu'il s'avère qu'il y a des pratiques diverses, avec des méthodologies diverses, et donc il était important pour le ministère chargé de la planification d'œuvrer à pouvoir harmoniser les pratiques et les outils afin de pouvoir aider à l'appropriation nationale de cette fonction suivi et évaluation. De l'enquête sur le terrain, il en ressort que la plupart des départements ministériels ne possèdent pas de dispositif de suivi et évaluation. La validation de ces documents va favoriser la production et la mise à disposition des différents acteurs du développement des informations adéquates pour une bonne prise de décision. Il s'agira également pour nous d'étudier comment nous pouvons renforcer le cadre organisationnel et institutionnel et œuvrer aussi à la mise en place d'un système informatisé qui puisse assurer une plus grande fluidité dans la gestion de cette fonction suivi-évaluation. La prochaine étape de ce projet, appuyé par la Banque mondiale, sera une institutionnalisation du suivi-évaluation dans le secteur public pour une meilleure intégration de la fonction évaluation dans les structures de l'administration publique. Et on va marquer une pause. Petite explication ce soir sur le mécanisme de suivi et évaluation. En quoi consiste-t-il l'exercice? En quoi sert-il le développement? Et bien plus dans l'administration publique. Des questions, les réponses. Pierre Sessoupo. L'atteinte des résultats socio-économiques en rapport avec la problématique de développement, tout le défi est là et de taille. Il faut donc réunir tous les ingrédients répondant à une gestion axée sur la performance. Et de la chaîne programmation, budgétisation, mise en œuvre et suivi-évaluation, le dernier élément reste un maillon déterminant dans l'optimisation des ressources publiques, mais aussi dans la performance des actions du gouvernement. Après le dispositif de suivi-évaluation, nous avons les mécanismes de suivi-évaluation. Les mécanismes, ce sont les méthodes, des outils usuels pour pouvoir faire le suivi-évaluation des politiques publiques, des programmes et des projets. Mais nous avons, après le mécanisme, nous avons ce qu'on appelle le tableau de bord des indicateurs. C'est en fait un tableau qui nous donne des indicateurs de référence, c'est-à-dire la situation de référence, et également aussi des indicateurs cibles. C'est pour permettre effectivement d'évaluer le progrès réalisé à partir d'un point A pour arriver à un point B. Après le tableau de bord des indicateurs, nous avons le système intégré d'information. Et c'est là où effectivement il faut mettre en place un autre dispositif qui est axé sur les organigrammes des institutions ou des ministères. En dehors du système intégré d'information, nous avons le plan intégré de suivi-évaluation, c'est-à-dire un plan qui détermine déjà sur une période, par exemple sur un an, quelles sont les activités de suivi-évaluation qu'on doit réaliser. Dans ce plan budgétisé, c'est-à-dire les enquêtes, les collectes primaires, les collectes permanentes, mais également des enquêtes lourdes s'il y en a eu, s'il doit en avoir, et puis également
les activités de renforcement de capacité en matière de suivi et évaluation. C'est après ça que nous avons le dernier outil qui est le programme intégré de communication. À partir de la politique nationale de suivi et évaluation, les actions du gouvernement et de l'ensemble de ses partenaires auront une véritable traçabilité et devront apporter une contribution concrète à la promotion de l'emploi et à la lutte contre la pauvreté en général. Quand vous avez des indicateurs fiables, ça peut alimenter une bonne planification. Et si une planification est efficace, ça génère des projets d'investissement qui sont également efficaces, qui peuvent améliorer les conditions de vie des populations. Donc, c'est pour vous dire que nous sommes dans 4 révolutions sous forme de réformes. La révolution effectivement des données avec la statistique, la révolution de la planification à moyen, à long terme, et puis la révolution effectivement de suivi et évaluation où nous devons suivre, évaluer, contrôler, mais c'est de promouvoir la culture de redevabilité. Alors tout ceci fait appel à la transparence, fait appel à l'efficacité, à l'efficience. Cela veut dire qu'effectivement, notre développement sera géré assez sur les résultats. Donc, on va à la performance. Et quand on a la performance, ça, il y a un impact, si vous voulez, un effet direct sur les conditions de vie des populations. De la mise en œuvre du système national de suivi et évaluation, des changements majeurs sont attendus, à en croire les spécialistes de la question. On parle de l'engagement sur les résultats, davantage de liberté pour les gestionnaires, une évolution du contrôle financier notamment. L'administration publique encore avec cette opération a débuté il y a quelques temps, l'enrôlement des agents par l'établissement de cartes professionnelles. Pour quel intérêt? Eh bien, on va le savoir. L'opération, son déroulement, le secteur communication était concerné ce mercredi. Sylvain Raboudou. Des nouvelles dispositions pour les agents de la fonction publique, l'établissement des cartes professionnelles. Les agents du ministère de la Communication se plient à cette mesure. Ici, au centre de production, organe installé au service du matériel du transit, tout le dispositif est mis en place pour l'effectivité de cette opération. Nous avons constaté qu'il y a des gens qui ont des naissances, c'est-à-dire que des fausses naissances et des nationalités qui ne sont pas conformes par rapport aux naissances. Donc nous leur demandons carrément de retourner à la justice pour aller rectifier les nationalités. Cette nouvelle mesure est une initiative du gouvernement pour harmoniser les procédures administratives. 3 salles ont été donc aménagées pour assurer le bon fonctionnement de ce mécanisme. La première pour le contrôle des dossiers, la seconde pour la prise de vue et la dernière pour scanner les pièces fournies. Des procédures très simples mais qui demandent beaucoup de rigueur en vue de faciliter au mieux l'enregistrement correct des agents. Après la prise des données physiques dans la salle photo, les dossiers sont envoyés dans cette salle. Bon, ici, là, il y a 2 types de travaux qui se font. Il y a certains, après la prise des photos, ils prennent le dossier, ils numérient les documents qui sont contenus dans les dossiers. Et après leurs travaux, ils envoient les dossiers chez moi pour vérifier la conformité des données contenues dans les pièces et ceux enregistrés au niveau de la prise des données physiques, pour envoyer à la Direction générale de la documentation nationale pour la production des cartes. Cet outil comporte des avantages tant pour les agents que pour le gouvernement. Il est renouvelable après une période de 5 ans. Des services aujourd'hui sont clôturés. Alors l'accès est parfois difficile. Donc c'est à certaines heures que vous devez avoir accès à ces services-là. Mais avec votre carte professionnelle, vous pouvez facilement avoir accès à ce genre de services. Au-delà de cela, il y a également des opérations bancaires que vous pouvez faire avec votre carte professionnelle. Mais au niveau de l'État également, ça sert de contrôle. Il s'agit maintenant de contrôler l'effectif et en même temps la masse salariale. L'opération se poursuit avec les autres ministères et autres structures relevant de l'administration publique. Au terme de cet exercice, l'État veut disposer d'une base de données fiable pour la maîtrise de l'effectif du personnel de la fonction publique. A signalé également dans l'actualité ce mercredi la rencontre de la ministre Yen Charé avec les démembrements de son département à Takpamé, une visite de terrain pour plus communiquer sur sa feuille de route au profit du développement. Le compte rendu à Takpamé, Yves Agbevivi. C'est un respect de la recommandation des plus hautes autorités qui veulent que les ministres aient un contact plus proche avec leur base afin de renforcer l'efficacité de l'action gouvernementale
que Madame le nouveau locataire du ministère de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation, Madame Tchabinandi Kolani Yenchare, a entrepris cette tournée de prise de contact avec les agents dans les régions. À Atapamé, dans une ambiance décontractée, Tchabinandi Kolani Yenchare ne s'est pas seulement attardée sur ce qu'elle attend des agents. Il s'agit pour moi de faire connaissance avec mes collaborateurs dans les services déconcentrés. Il s'agit pour moi de m'imprégner du travail qui se fait sur le terrain, de m'enquérir de leurs conditions de travail et des difficultés qu'ils rencontrent au quotidien dans leurs actions en vue de mesurer les défis à relever. Il s'agit également pour moi de partager avec eux ma vision du travail au niveau du gouvernement. La tournée de Madame la ministre de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation, qui a démarré avec l'étape des maritimes, se poursuit à l'intérieur du pays. C'est presque une tradition maintenant, le mercredi de l'entrepreneur. Aujourd'hui, la réflexion entre les opérateurs économiques, l'introduction, la bourse et au marché financier. Les explications, le compte rendu, Emmanuel Adiaglo, Carmen Madjiakapou. La bourse offre plusieurs avantages méconnus, surtout des populations africaines. Elle permet non seulement le financement de l'économie, mais donne la possibilité aux entreprises d'effectuer des levées de fonds importants à des coûts inférieurs à ceux des banques. C'est pourquoi l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA a mis en place un marché financier commun pour le développement de l'économie sur son espace communautaire. L'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des PME-PMI, ANPGF, veut justement mieux expliquer aux entrepreneurs, chefs d'entreprise et opérateurs économiques togolais les avantages qu'offre la bourse et le marché financier. Le souhait avec l'antenne nationale de bourse est de leur donner les codes et les usages du fonctionnement d'une bourse. Et nous espérons que ce séminaire va leur permettre de comprendre et de savoir que la bourse est ouverte pour tout le monde. On pense souvent que c'est les grandes entreprises, mais il y a également un marché qui est organisé pour les petites entreprises. Investir en bourse permet aux entreprises de mieux soutenir l'économie. Et pourtant, on note une quasi-absence des entreprises togolaises sur le marché financier de l'UEMOA qui présente pourtant de nombreux atouts selon la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM. Sur le marché financier, il y a deux éléments qui apparaissent. Il y a le marché primaire, qui est le marché du nouveau, c'est-à-dire des nouvelles émissions, d'accord, et le marché secondaire qui est la bourse, c'est le marché de l'usure, c'est-à-dire c'est le lieu où les échanges des titres en termes d'achat et de vente se font. Cette formation permettra aux opérateurs économiques togolais d'intervenir désormais au niveau de la Bourse régionale des valeurs mobilières et saisir les opportunités qui leur sont offertes pour assurer la vie et la compétitivité de leurs entreprises. Enfin, les vacances utiles dans la COSA, vacances utiles pour les meilleurs élèves au BPC. Cette année, les activités de compte rendu, Nestor Mouzou et notre bureau sur place à Cara. Pour la 6e fois, la colonie de vacances du ministère du Développement à la base, chargée de la jeunesse à l'endroit des meilleurs élèves au BPC, a pris comme destination la région de la Cara. Le menu élaboré pour cette colonie de vacances comporte des séances sur des communications. Si au 3e jour, les conférences ont porté sur la santé sexuelle et l'orientation scolaire, au 6e jour, elles ont tourné autour de la citoyenneté et du civisme fiscal. Nous avons notamment compris que le développement de notre pays, ce n'est pas seulement l'État qui peut faire avancer le pays, mais nous pouvons le faire par nos comportements, notre manière de penser, la façon de viser nos objectifs. On peut retenir que pour le civisme fiscal, il faut d'abord que chacun soit responsable et sache que c'est à partir de notre contribution personnelle qu'on peut arriver à développer notre pays et de ce fait payer tout ce qu'il y a comme impôt pour aider l'État. C'est pour donner à ces jeunes la notion du devoir civique, l'amour de la patrie, l'essence de la responsabilité, le développement communautaire.
pour eux-mêmes et pour ceux enfants qui ne sont pas parmi eux. Les excursions ont constitué une grande partie de cette colonie. Pour leur première sortie, les vacanciers ont visité Nadoba dans la Kéran. Nadoba est le pays des Batamariba, connu pour leur célèbre habitat appelé Takienta ou Tata. Grâce à cet tata construit sous forme de château, Nadoba est devenu un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Autre pôle d'attraction, le musée Eyadema de Pia et le parc animalier de Sarakawa. Ce zoo a été mis en place en vue de protéger les espèces menacées par le braconnage. Au musée d'Eyadema, on a vu certains animaux momifiés qu'il a gardés pour nous faire découvrir ça. On est venu au parc Sarakawa et on a vu les animaux tels que les biches, les antilopes, les buffles, les lièvres. Et dans les lacs, on a pu voir des caïmans et des crocodiles. Donc bon, nous sommes très fiers de ce qu'on a vu. Et je pense travailler mieux pour revenir ici au bac 1 et au bac 2. Le tout dernier site qui a accueilli les vacanciers est le mausolée de Sarakawa. Un mausolée érigé après l'accident d'avion qui a failli coûter la vie à feu président de la République Gnassingbé Eyadema le 24 janvier 1974. Quelques communiqués avant de refermer cette édition quelque peu longue due à la densité de l'actualité. Ce mercredi, le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières et le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales communiquent. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de la coopération germano-togolaise ProPRED, programme appui au RED+, et réhabilitation de forêts au Togo, le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières, en collaboration avec la GIZ, exécutera sur toute l'étendue du territoire à partir du 1er septembre 2015 l'inventaire forestier. Cet inventaire forestier national a pour objectif de mettre à la disposition du gouvernement togolais des données quantitatives et qualitatives de base sur les forêts naturelles, les plantations et les arbres hors forêt pour la mise en place d'une gestion durable des ressources forestières. À cet effet, il est demandé à toutes les populations riveraines des forêts de réserver un accueil fraternel aux techniciens en charge de la collecte des données sur le terrain. Les ministres comptent sur la pleine participation et la collaboration de chacun en vue de faciliter le passage des équipes du dit inventaire dans les différentes localités. Dernier communiqué ce jour, la Direction générale de la compagnie énergie électrique du Togo informe son aimable clientèle que suite à une panne survenue le vendredi 28 août 2015 sur le réseau HTA 34 5 kVA de la CEB, son fournisseur, la fourniture du courant électrique est interrompue dans les localités de Niamassila, Moritan, Blita, Lagambou, Agbandi, Pagala et leurs environs. Les équipes de la CET et de la CEB et de la CET sont à pied d'œuvre pour un retour à la normale dans les meilleurs délais. La CET recommande que les appareils soient débranchés, ne soient remis en service qu'après le retour de l'électricité. La direction générale de la CET présente ses excuses aux clients des localités concernées, les remercie pour leur compréhension. Fin donc de cette édition, on retiendra le compte-rendu du Conseil des ministres en début de journal, compte-rendu présenté par le ministre Lorenzo, et on note aussi la nomination dans le corps judiciaire que nous avons longuement lu. Votre soirée sur la télévision togolaise, la météo, juste après ce journal, 21h, le contribuable à suivre ce soir, le réseau unique d'interconnexion de l'OTR, Nadej Nanya, Aimé Abalo, dans un instant, 22h30, nos dernières infos. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Bassar, au Togo, à Abidjan, zone 4, en Côte d'Ivoire, sur la télévision togolaise. Et comme d'habitude, toujours fidèlement. Belle soirée.